Alors, imaginez la scène. On est en 2021. Une figure politique marocaine assez connue, Omar Balafrej, annonce qu'il arrête tout. Il se retire de la vie électorale. C'est la surprise générale. Et puis, silence. Pendant des années. Et voilà que d'un coup, il reprend la parole. La question c'est, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a bien pu le faire sortir de sa réserve? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Ce qu'il fait revenir, ce n'est pas une ambition personnelle, pas du tout. Le vrai déclic, c'est l'émergence d'un tout nouveau mouvement de jeunes. En les voyant, il s'est dit qu'il avait une sorte de devoir, celui de partager son expérience, de dialoguer avec eux. Bon, pour bien comprendre sa démarche, on va suivre son raisonnement en 5 temps. D'abord, on va revenir sur son retrait de la politique. Puis, on verra ce qui, dans cette nouvelle génération, l'a fait réagir. Ensuite, on va plonger dans son diagnostic du système, un diagnostic sans concession. On découvrira ses idées pour changer les choses. Et enfin, on verra quel est, selon lui, le vrai blocage. Allez, on commence par le commencement, son parcours. Parce que pour comprendre pourquoi quelqu'un part, il faut d'abord savoir d'où il vient. Et son engagement, eh bien, il ne date pas d'hier. Son histoire politique commence en 2003. Mais c'est vraiment le vent de contestation de 2011 qu'il relance. Et là, en 2016, il atteint ce qu'il appelle son rêve. Il est élu député. Sauf que, 5 ans plus tard, en 2021, il jette l'éponge. Il a le sentiment que son action en politique est arrivée dans une impasse. Alors, que s'est-il passé? Alors, qu'est-ce qui l'a fait sortir de son silence? Ce n'est pas un calcul politique, non. C'est un mouvement. Un mouvement porté par une nouvelle génération. Et ça a tout changé pour lui. Pour Balafrej, ce mouvement, c'est un véritable électrochoc. Ça vient complètement contredire le cliché d'une jeunesse qui ne penserait qu'à sa réussite perso. Au contraire, pour lui, c'est la preuve éclatante qu'on a affaire à une génération qui se soucie vraiment de l'avenir de son PO. Et il leur parle directement, avec des mots très forts. Leur mobilisation, pour lui, c'est une nouvelle forme de patriotisme. C'est une volonté de s'attaquer aux vrais problèmes de fond, comme la crise du système de santé, qui a été un des déclencheurs de leur engagement. Cette énergie qui vient de l'extérieur, elle contraste de manière assez violente avec ce que Balafrej, lui, a vu de l'intérieur du système. Alors maintenant, on va plonger dans son diagnostic, celui d'un type qui a vu la machine de très très près. Alors, une fois son rêve de député réalisé, qu'est-ce qu'il a vraiment trouvé derrière les portes du Parlement? Sa description est, disons-le, sans concession. Premier constat, il y a un décalage énorme entre ce que les députés pourraient faire et ce qu'ils font vraiment. Sur le papier, la Constitution leur donne de vrais pouvoirs. Mais dans la pratique, il y a une sorte d'autocensure qui les empêche de les utiliser. Ce concept d'autocensure, il est vraiment au cœur de son analyse. Et il donne un exemple pour qu'on comprenne bien. Un projet de loi d'amnistie pour les détenus du Hirak du Rif. En privé, raconte-t-il, plein de députés disaient que c'était une bonne chose. Mais en public, plus personne. Silence radio. Personne n'a osé soutenir le texte. C'est cette peur, dit-il, qui paralyse tout. Deuxième constat, et il est accablant, le conflit d'intérêts. Pour lui, beaucoup trop d'élus ne sont pas là pour l'intérêt général, mais pour leurs propres affaires. Il raconte avoir vu des députés défendre leur propre ferme au lieu des petits paysans, l'intérêt personnel qui passe avant tout le reste. Mais Balafrej, il ne fait pas que critiquer. C'est aussi quelqu'un qui a fait des propositions. Pendant son mandat, il a défendu des solutions très concrètes. Alors, c'est quoi sa prescription pour le Maroc? 17 milliards de dirhams. C'est une somme colossale. C'est le montant que Balafrej a calculé comme étant les profits non éthiques, selon ses mots, des compagnies pétrolières après la fin de la régulation des prix. Imaginez un peu. Tout cet argent aurait pu financer des politiques sociales. Mais sa proposition, elle a été complètement ignorée. Sa stratégie, elle tient en 3 points. D'abord, la décrispation. Il faut une amnistie politique pour, comme il dit, tourner la page et restaurer la confiance. Ensuite, les priorités. Le budget de l'État doit être réorienté en masse vers l'éducation et la santé. Et enfin, la solidarité avec une fiscalité plus juste pour financer tout ça. Et pour le financement, justement, voilà une de ses propositions phares. Une petite taxe de solidarité de seulement 0,5% sur les plus grandes fortunes, un effort quasi indolore pour les plus riches, mais qui rapporterait, d'après ses calculs, jusqu'à 7 milliards de dirhams par an. De quoi construire des milliers d'écoles et d'hôpitaux. Ok, donc le diagnostic est posé, les solutions sont sur la table. Mais alors, pourquoi ça ne bouge pas? Pour Balafrej, la réponse est simple, et elle tient en un seul concept, l'obstacle ultime. Et voilà, on y est. C'est le cœur du problème. Pour Omar Balafrej, le Maroc a les ressources, il a les idées, il a les solutions.
Ce qui manque, ce n'est ni l'argent, ni l'intelligence. C'est la volonté politique. La volonté de faire des services publics la priorité numéro 1 du pays. Finalement, on se retrouve face à un paradoxe. D'un côté, un initié du système qui le décrit comme paralysé de l'intérieur. De l'autre, une nouvelle génération qui bouillonne, pleine d'énergie, à l'extérieur. La vraie question maintenant, c'est de savoir si la rencontre entre ces deux mondes peut, enfin, faire bouger les lignes. L'avenir du Maroc en dépend peut-être.